Monsieur le directeur général du CAFRAD, Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Centre international des études stratégiques et de gouvernance globale, Monsieur le Président du Conseil marocain des affaires étrangères, Monsieur le coordinateur du Master en géographie économique et politique de l'Afrique, honorables professeurs, mes chers collègues doctorants, Mesdames et Messieurs. Qu'il me soit permis tout d'abord de remercier très chaleureusement tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de ce séminaire, le troisième du genre, sous le thème de la diplomatie d'influence géopolitique du soft power, et pour m'avoir donné aussi l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui pour partager un moment de réflexion et de débat sur la thématique objet de ma communication intitulée « Diplomatie d'influence, une lecture comparative d'une démonopolisation affirmée ». En effet, la stratégie d'influence d'un pays pour promouvoir et défendre ses intérêts vitaux hors de ses frontières ne date pas d'aujourd'hui, car elle a été instrumentalisée par toutes les puissances qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. On peut citer à titre d'exemple la Grèce antique, l'Empire romain, les empires chinois et prussiens, l'Empire britannique, l'Empire soviétique et bien d'autres. Néanmoins, dans la dynamique géopolitique mondiale de ces 2 dernières décennies, force est de reconnaître que le paysage international a été marqué par un retour violent et brutal de cette stratégie combinant à la fois soft et hard power. Ce constat est perceptible en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et aux Amériques. Le noyau dur de cette conflictualité demeure incontestablement la question de la domination par le monopole des vecteurs de l'influence. Le déclenchement sur le continent européen de la guerre en Ukraine, le reflux de l'Occident en Afrique et les rivalités sino-américaines en mer de Chine, ainsi que la guerre démesurée menée au Moyen-Orient en sont la parfaite illustration. Alors qu'on observe dans ce panorama chrysogène un retour visible vers un monde pluriel où s'affirment de grandes puissances, on peut citer la Chine, la Russie, plus discret pour d'autres acteurs régionaux tels l'Inde, le Brésil, la Turquie ou le Maroc, la question de l'influence reste un dominateur commun pour tous ces États en quête au leadership. Toutefois, sur ce point précis, il ne faut pas s'y tromper. La diplomatie de l'influence n'est pas seulement une action sur le terrain, il est surtout un récit, un discours qui dessine in fine un modèle. C'est une stratégie de persuasion et de promotion de projets à fort potentiel géopolitique, portés par des États ou par des firmes transnationales à leur service. Placée sous ce prisme, l'affirmation d'une diplomatie d'influence posera fatalement la double question de sa finalité et de ses moyens dans un contexte qui de plus en plus devient coécrit par de nouveaux émergents, avec des instruments novateurs et sur des aires géographiques prioritaires. Dans cette perspective de démonopolisation, où les frontières sont devenues difficilement perceptibles entre soft et hard power, que la présence communication va mettre en relief très succinctement les traits distinctifs de 3 cas de figure, à savoir le cas états-unien, celui du couple sino-russe et enfin africain, avec l'exception du modèle inclusif marocain Sud-Sud. S'agissant de la puissance américaine, Joseph Nye soulignait en 1990 dans son ouvrage Bound to Lead que si les États-Unis d'Amérique séduisent et influencent, c'est d'abord grâce à leurs idéaux, leurs principes, leur constitution et leur justice, mais également par leurs énormes industries à produire de la culture de masse. À ce titre, dans sa stratégie globale d'influence sur la planète, les États-Unis d'Amérique instrumentalisent 2 puissants vecteurs.
Un soft power qui repose sur une industrie culturelle qui reste extrêmement entreprenante, notamment dans son segment cinématographique dominant, ses universités et ses centres de recherche de pointe. D'ailleurs, une des grandes forces du soft power américain, c'est qu'il sait inventer l'avenir. Un exemple frappant, on est la naissance du deuxième âge d'or de la télévision lancé par CBS et la plateforme Netflix. Sans oublier bien évidemment ces géants du numérique que sont les GAFAM et ces puissants réseaux sociaux qui permettent aux États-Unis de pénétrer toute la jeunesse mondiale. Qu'en est-il alors du hard power américain? Sur ce point, il faudrait souligner que la fin de la guerre froide, les guerres du Golfe en 1990 et 2003, la guerre en Afghanistan en 2001, ont toutes mis en exergue le repositionnement des États-Unis d'Amérique comme seule et unique superpuissance mondiale. Cela s'est traduit sur le terrain par une mobilisation médiatique sans précédent pour justifier leurs interventions armées. Pour le monde entier, ces guerres sonnèrent la victoire absolue de la machine médiatique et cognitive américaine. Il a surtout consacré la maîtrise de l'information en tant qu'instrument stratégique d'influence, en vue d'atteindre ses objectifs géostratégiques dans le Golfe et au Moyen-Orient. Dans cette suprématie de la guerre d'influence des États-Unis d'Amérique, tout un ensemble de moyens technologiques a été mis en œuvre pour en garantir le succès. D'abord, le retour massif aux médias non-stop de diffusion télévisée à l'image de la chaîne d'information continue CNN. Ensuite, la mise à profit d'infrastructures satellitaires du réseau Internet, conjuguée à l'émergence en force des multinationales privées dans les technologies de l'information et du numérique. Néanmoins, au vu de la réalité internationale d'aujourd'hui, une question fondamentale s'oppose, assistant à l'érosion du soft power américain. En effet, pour beaucoup d'observateurs, la stratégie américaine de vouloir imposer une vision à sens unique du monde a suscité de nombreuses réactions hostiles de la part de la communauté internationale. Les spectacles désolants des tortures en Irak, en Afghanistan, les révélations d'Edward Snowden, les fuites des câbles diplomatiques Wikileaks, les sanctions économiques et les guerres tarifaires ont accentué son sentiment de rejet. Face à ces dérives, deux grands États-nations, à savoir la Chine et la Russie, se sont ouvertement manifestés pour s'opposer à ce leadership occidental. Non seulement ils ont pensé et théorisé l'influence en tant qu'arme de guerre, mais surtout ils l'ont mise à exécution dans plusieurs théâtres d'opérations dans le monde. En effet, au-delà des divergences tacites qui se manifestent entre Pékin et Moscou, notamment sur des différends frontaliers ou de leadership en Asie centrale, il existe de réelles convergences de leurs stratégies d'influence dictées fondamentalement par leur volonté respective de mettre définitivement un terme à la mainmise des Occidentaux sur les affaires internationales du monde. L'objectif étant de bâtir avec les pays du Sud global un nouvel ordre mondial multilatéral. Dans ce cadre, la Russie, comme le souligne l'historien français David Colomb dans son ouvrage « La guerre de l'information », a mobilisé toutes ses ressources scientifiques et financières pour se reconstruire en puissance d'influence. L'effet recherché est non seulement de se prémunir contre les ingérences cognitives étrangères, mais surtout orchestrer des campagnes massives d'influence, de déstabilisation dans le camp occidental. Pour ce faire, les stratèges russes ont théorisé et mis en œuvre avec succès une sorte de guerre hybride multiforme, dont le centre de gravité est la bataille de l'influence. Les deux continents européens et africains seront la sphère d'opérationnalisation de ce renouveau d'influence russe. En Europe d'abord, la puissante machine informationnelle de la Russie
se manifesta lors du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et pendant les élections présidentielles françaises de 2022. Il visait essentiellement à semer le doute sur la crédibilité des instances politiques européennes et leurs valeurs démocratiques. Mais c'est dans le cas précis de la conquête de la Crimée que véritablement va se concrétiser la guerre hybride menée par Moscou sur le théâtre européen. Ainsi, par une redoutable offensive combinant des actions de désinformation, de manipulation et de cyberattaques sur les sites névralgiques de la Crimée, la Russie a conquis rapidement toute la péninsule. Combien 3. En Afrique, c'est à partir de l'an 2020 que véritablement la puissance d'influence russe s'est manifestée dans le continent. À cet effet, le Kremlin a mis fin à la présence française dans la sous-région du Sahel. Le vide stratégique et géopolitique cédé par la France allait rapidement être comblé par un dispositif militaire et économique russe. S'agissant de la Chine, Paul Charon, spécialiste français de la question de l'influence de son livre « Les opérations d'influence en Chine », montre que l'Empire du Milieu s'est approprié une doctrine d'influence très offensive à l'image des routes de la soie appelées les trois guerres, la guerre psychologique, la guerre de l'opinion publique et enfin la guerre du droit. La Chine a fait appel à l'usage massif de la propagande via son puissant réseau numérique et son dispositif culturel planétaire Confucius pour la guerre psychologique. Enfin, s'agissant du levier de la guerre du droit, il est essentiel de le situer dans sa dimension de la politique générale chinoise qui consiste à saper les valeurs occidentales relatives aux droits de l'homme et à la démocratie. À ce titre, la Chine a repris la rhétorique des droits de l'homme et du droit international pour en faire un instrument d'influence en sa faveur contre l'Occident. C'est le cas notamment dans les conflits au Proche-Orient où le droit humanitaire international est largement bafoué. Dans ce panorama de choc entre grandes puissances sur la bataille de l'influence, qu'en est-il du soft power marocain ? Dans sa dimension africaine, le royaume du Maroc tisse des liens très particuliers avec l'Afrique, notamment dans son espace sahélo-saharien. Et ce n'est guère anodin de relever dans le préambule de sa constitution cette volonté inébranlable, je cite, de consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d'Afrique, notamment avec les pays du Sahel et du Sahara. Partant de là, on relève trois marqueurs déterminants qui drapent l'exception de la dynamique du soft power du royaume dans le continent africain. Premièrement, un marqueur spirituel qui prend la promotion d'un islam sunnite, tolérant et du juste milieu avec deux finalités majeures. D'un côté, combattre le radicalisme religieux qui sévit dans la région notamment au Sahel. De l'autre, endiguer la propagation du chiisme dans la région. Dans ce soft power religieux, le Maroc a mobilisé au service des États africains deux structures éducatives de formation. Il s'agit de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams mourchidines et mourchidat, inauguré tous les deux en 2015. Deuxième marqueur, le marqueur économique qui met en avant un nouveau modèle de développement économique sud-sud fondé sur l'équité, l'inclusion et le partenariat intégratif. À ce niveau, il faut souligner que le Maroc a signé des centaines d'accords lors des visites royales aux différents États africains, y compris des pays lusophones et anglophones. Deux minutes, pas plus.
Le troisième marqueur dans la dynamique d'influence soft power du Maroc réside dans sa force capacitaire exceptionnelle d'initiatives structurantes à dimension stratégique. D'abord, l'initiative Afrique-Atlantique lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2023 pour faire du continent africain un acteur décisif sur la scène géopolitique maritime internationale. En développant les interconnexions portuaires de la zone afro-atlantique. Ensuite, le gigantesque projet gazier Afrique-Atlantique reliant le Nigeria à l'Europe via le Maroc. Cette immense infrastructure gazière intégrant 13 pays riverains de l'Atlantique, en plus des États enclavés du Sahel, tire son importance du fait qu'elle constitue un maillon incontournable dans la consécration du continent africain. Arrivé à terme de mon intervention, je dirais que dans un monde où la diplomatie d'influence est devenue un champ de confrontation géopolitique, son efficacité ne peut être pérenne que s'il s'appuie sur une vision politique clairement définie avec des objectifs stratégiques lisibles. Car l'influence n'est pas une fin en soi, elle est le prolongement d'un projet politique soutenu. Elle n'est réellement pérenne aussi que lorsqu'elle est conjuguée avec les autres leviers de puissance, soft et hard power. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. 2 minutes. Vous êtes clément, Monsieur le Président.